OK, alors bonjour tout le monde, bonne semaine à vous, bon lundi. Écoutez, on poursuit toujours avec le mouvement des droits civils, des droits civiques, pardon. On était rendu pratiquement au début du 20e siècle. Je vous avais parlé de Plessy versus Ferguson, et là, dans le fond, je vous parle d'un nouveau cas qui a eu lieu en 1954 et qui s'appelle Brown versus School Board. C'est un cas essentiellement qui vient contester le concept de droit de separate but equals, donc séparés mais égaux. Et dans le fond, c'est un monsieur Brown qui dit les écoles afro-américaines ne sont pas d'égale qualité par rapport à ce qui est offert aux Blancs. Et donc, ça va monter jusqu'à la Cour suprême. Et en 1954, la Cour suprême invalide Plessy versus Ferguson, donc dit effectivement, les institutions doivent être les mêmes pour les Blancs comme les Noirs et elles ne doivent pas être séparées, ce doivent être les mêmes institutions. Alors, c'est quelque chose qui va essentiellement complètement invalider la notion de la ségrégation raciale, mais ça va quand même être long. C'est-à-dire que même dans le nord des États-Unis, après 1954, il y a de la discrimination vis-à-vis des Noirs. Souvent, on ne leur loue pas d'appartement sur la simple base de leur ethnicité. En passant, Fred Trump, le père de Donald Trump, et même lui aussi, ont déjà été condamnés coupables ou reconnus coupables, dans le fond, d'aller à l'encontre, si vous voulez, du droit des Afro-Américains d'avoir des logements parce qu'ils ne louaient pas aux Noirs de façon très disproportionnée. Et donc, juste vous dire que dans le Nord, que ce soit au niveau des emplois ou que ce soit au niveau du logement, très souvent, les Noirs sont défavorisés. Mais dans le Sud, c'est bien pire encore. C'est-à-dire que dans le Sud, on continue à leur refuser l'accès à des restaurants, à des bibliothèques, à des infrastructures municipales. Il y a évidemment des toilettes pour les Noirs, il y a des toilettes pour les Blancs, et évidemment, ça n'a aucune commune mesure. On est en 54 et très souvent dans les stations d'essence, il y a des toilettes pour les Blancs avec de l'eau courante et des robinets, alors que pour les Noirs, c'est une bécosse littéralement à l'arrière de cette station d'essence-là. Alors, ça va être le cas. Et il va y avoir, dans le fond, de plus en plus une pression venant essentiellement du Nord, venant essentiellement aussi, il faut le dire, du gouvernement fédéral, pour dire aux gens du Sud, écoutez, c'est inconstitutionnel ce que vous faites là, il faut accélérer la déségrégation raciale. Celui qui va vraiment en faire un enjeu propre à sa présidence, c'est John F. Kennedy. John F. Kennedy va réaliser que c'est complètement immoral, que c'est un grand défi qu'ont les États-Unis et que c'est une tâche, dans le fond, sur leur dossier que de continuer la ségrégation raciale dans le sud des États-Unis. Et à ce moment-là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dépêcher l'armée, en fait, donc les troupes fédérales dans le sud pour forcer, dans un premier cas, la déségrégation dans les universités. Donc, forcer les universités à accepter des étudiants afro-américains. En passant, si vous avez déjà vu le film Forrest Gump, il y a une scène absolument savoureuse où Forrest Gump, qui est à Ole Miss, Mississippi, pardon, c'est vrai, je pense que c'est à l'université de l'Alabama. Et donc, Forrest Gump lui-même va à l'université parce qu'il est très bon au football et tout ça. Et on voit des Noirs entrer dans l'université. Ce sont les deux premiers Afro-Américains à être acceptés à l'université, donc en Alabama. Et essentiellement, c'était escorté par des militaires, littéralement pour leur propre sécurité. Et il y a un politicien également qui s'appelle George Wallace. George Wallace va être essentiellement le porte-parole de la ségrégation raciale. Il est très populaire dans le Sud il va essentiellement, dans le fond, dire segregation now, segregation tomorrow, segregation forever. Et il est populaire. Les gens pensent que c'est une bonne chose que de conserver, si vous voulez, les façons de faire du Sud. D'accord? Donc, John F. Kennedy envoie les troupes et à ce moment-là, il va même dire à ses plus proches conseillers, avec ce geste-là, dans le fond, et cette loi-là sur le mouvement des droits civiques, je vais perdre les appuis dans le Sud pour les démocrates pour les 50 prochaines années. Et vous savez quoi? Ça va même durer au-delà de ça. Pensez-y, les démocrates
c'était le parti du Sud. Rappelez-vous, Abraham Lincoln est un républicain. Sauf que à partir des années 60, vraiment, le Sud va se mettre à voter très républicain et inversement, dans le Nord, on va voter beaucoup plus démocrate. Alors, l'inversion, disons, s'est faite beaucoup à partir des années 60. Écoutez, je vous ai parlé un petit peu de Malcolm X et de Martin Luther King, deux figures extrêmement intéressantes. Je vous ai dit, notamment dans ma présentation PowerPoint que je vous ai envoyée, que Malcolm X, lui, ne croit pas à la déségrégation raciale. Malcolm X, essentiellement, souhaiterait qu'il y ait un État séparé pour les Noirs. Il pense que les Noirs, dans le fond, qu'une bonne partie de la richesse collective des États-Unis s'est fait sur le dos des Noirs, et il n'a pas tort. Essentiellement, ce qu'il demande, c'est un État séparé. La libération également de tous les prisonniers noirs. Parce que pour lui, le système carcéral au grand complet est biaisé vis-à-vis des Afro-Américains et honnêtement, même avec les chiffres d'aujourd'hui, c'est difficile de lui donner tort. Ils sont de façon disproportionnée, beaucoup plus présents dans les prisons. Je pense que c'est autour de 42-43% de la population carcérale aux États-Unis qui est afro-américaine, alors que les Noirs, je vous le rappelle, ne composent que 13% de la population des États-Unis. Alors vraiment, c'est... donc, Malcolm X, lui, est pour la ségrégation raciale. Comme je vous le disais également, il appelle les Blancs « the White Devil », et c'est un radical, c'est sûr et certain. Okay? À côté de ça, quand on compare la figure de Martin Luther King utilise des manières non violentes. S'inspire notamment de Gandhi, mais s'inspire aussi de l'histoire américaine. Pour lui, dans le préambule de la Constitution, ça dit « that all men are created equals okay? » et que dans le fond, tous les hommes ont le droit à l'égalité et à la poursuite du bonheur. Okay? C'est une ligne fondamentale dans la Constitution américaine. Et donc, lui, en prenant des références et de l'histoire américaine et également de la religion chrétienne, il va faire, dans le fond, des sermons où il va en appeler de textes bibliques. Et si vous êtes un John F. Kennedy, avec qui préférez-vous composer? Avec un Martin Luther King qui, dans le fond, est pacifique, qui est parlable, si vous voulez, et qui, dans le fond, semble un authentique Américain, là, vraiment. Ou un Malcolm X qui prêche pour la violence, qui est musulman, qui, dans le fond, repousse la société américaine dans son ensemble et la traite justement de white devil et de violente. Dans le fond, c'est un peu la carotte et le bâton. Vous avez un incitatif avec Martin Luther King et vous avez un désincitatif ou une punition d'une certaine façon avec un Malcolm X. Alors essentiellement, donc, c'est ce qui va se passer avec, dans le fond, la déségrégation. Un autre élément très intéressant, c'est ceux qu'on a appelés les Freedom Riders. Et ça, ce sont des jeunes idéalistes, beaucoup du Nord, des Afro-Américains, oui, mais des Blancs également, souvent des campus universitaires, donc des jeunes à peine plus âgés que vous, qui vont descendre dans le Sud pour essentiellement précipiter la déségrégation. Ils descendent par autobus, ils vont dans des cafés, ils s'assoient et demandent à être servis. Et souvent, quand ce sont des Noirs, ben, dans le fond, on leur dit non, on vous refuse le service ici, ou non, mais vous devez être dans la section pour les Noirs uniquement. Mais eux, très paisiblement, très pacifiquement, s'assoient là, font des sit-ins et vont, dans le fond, demander à être servis. Et très souvent, ils vont être humiliés, ils vont être insultés, injuriés. Parfois, on s'en prend à eux carrément physiquement. Et il n'est pas rare non plus qu'ils finissent la nuit en prison parce que les shérifs ne fait qu'appliquer la loi du Sud qui dit ben, si vous êtes noir, vous ne pouvez pas être assis là, donc vous allez passer la nuit en prison. Ce sont littéralement, dans le fond, des rebelles dans une société dont les lois sont injustes. Okay? Autre élément aussi, ce qui va donc précipiter, je vous dirais, la déségrégation raciale, c'est le fait que le Nord va prendre conscience de ces images-là d'Afro-Américains, parfois qu'on repousse avec des boyaux d'incendie. Donc, on les asperge à très grande eau, dans le fond, pour briser leur sit-in. Parfois également, il y a des bergers allemands qui jappent très très près de leur visage. Donc, on voit la férocité du blanc, des Blancs du Sud, de ce système-là de ségrégation raciale. Et on voit que c'est disproportionné par rapport aux moyens pacifiques qu'utilisent les manifestants, les Freedom Riders.
Alors, essentiellement, les années 60 vont être la grande décennie de la déségrégation raciale. Pour la suite, vous avez ça dans mon PowerPoint également. C'est un PowerPoint commenté. Je vais essayer de vous en envoyer d'autres également dans les prochaines semaines. Et écoutez, on poursuit à partir de demain avec la crise en fait d'octobre et le FLQ. On va donc en parler et vous allez peut-être comprendre pourquoi Trudeau est aussi réticent à invoquer la loi sur les mesures d'urgence, qui est assez similaire à la loi sur les mesures de guerre, et c'est sans doute la pire personne au fédéral pour invoquer ça. La raison est historique. Je vous en parle donc dès demain. Alors, n'oubliez pas de m'envoyer vos questions. Normalement, on n'aurait pas eu de cours vendredi. Je vais vérifier dans le fond si cette journée-là est reprise comme une journée de cours normaux. Mais s'il vous plaît, envoyez-moi ça d'ici à jeudi. On fera une période complète pour vos questions. Et pour ce qui est des corrections de vos travaux, je travaille là-dessus. Écoutez, le mieux que je peux avec un enfant en bas âge qui ne fait pas encore ses nuits. Je vous reviens avec ça le plus tôt possible également. Portez-vous bien et ça va bien aller. Au revoir. Un enfant en bas